Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce troisième rendez-vous des Midi Webconférences de la Fondation du Barreau du Québec. Merci de votre présence. Nous sommes ravis de voir l'engouement pour ces webconférences. Vous êtes plus de 150 aujourd'hui connectés de partout au Québec. En participant à nos événements, vous posez également un geste fort de soutien à la Fondation. Grâce à vous, nous pouvons continuer à maintenir nos programmes de recherche de bourses et de subventions. Nous sommes également fiers de bénéficier pour cette saison du soutien de deux partenaires présentateurs majeurs, le CAEJ et la Corporation de services du barreau. Le CAEJ est le courtier en information juridique du Québec. Il négocie pour ses membres l'accès à l'information juridique essentielle et ce, au meilleur coût. Les ressources juridiques québécoises et canadiennes sont ainsi à la portée des membres, où qu'ils soient et quelle que soit leur pratique. Vous retrouvez d'ailleurs sur le site du CAEJ les articles publiés par Maître Louis-Philippe Graton. La Corporation de services du barreau, pour sa part, offre aux membres du barreau des services de qualité et pertinents pour l'exercice de la profession. La Corpo vous accompagne notamment dans votre développement professionnel avec Jury Carrière, le portail d'emploi juridique, dans votre pratique en droit de la famille avec Jury Famille, dans vos besoins financiers avec les fonds de placement du barreau du Québec. La Corpo a aussi négocié des ententes avec des partenaires de renom en assurance de personnes et de dommages et pour des biens d'autres services. Des milliers d'avocats et d'avocats du Québec font appel aux services de la Corpo. Consultez leur site dès aujourd'hui pour en savoir davantage. Un rappel rapide sur le déroulement de nos webconférences. La présentation sera suivie d'une session de questions-réponses. Nous vous invitons à utiliser l'icône en bas de votre écran pour poser vos questions par écrit. Je vous rappelle que ces questions n'ont pas de vocation à traiter de cas particuliers. Vous recevrez un courriel la semaine prochaine avec la présentation PowerPoint du conférencier en ligne sur le site du CAEJ, la rediffusion sur notre chaîne YouTube et votre attestation de participation. Quelques mots sur Maître Louis-Philippe Graton. Nous avons le plaisir d'accueillir Maître Louis-Philippe Graton pour cette webconférence. Maître Graton est consultant en droit à la vie privée et en protection des données personnelles au sein du Data Privacy Office à Minsk en Biélorussie. Il offre aussi différents services juridiques pour son propre compte, en commerce international, en droit international, en droit européen et dans plusieurs autres domaines. Avocat et docteur en droit, Maître Graton possède une maîtrise en droit de l'Université Laval et un diplôme d'études approfondies en droit européen et en droit international économique de l'Université de Lausanne. Il a enseigné le droit en France, en Suisse et au Québec. Nous le remercions d'avoir accepté notre invitation à animer cette webconférence. Cette présentation portera notamment sur ses articles sur la protection des données de santé dans le cadre de la pandémie et l'utilisation des données personnelles pour le développement d'applications de santé. Maître Graton abordera la collecte et le traitement de ces données dans le cadre de la lutte contre la pandémie et les approches choisies pour les différents pays. Il proposera ensuite des moyens de se conformer aux lois sur la protection des données en fonction des situations dans lesquelles les données sont utilisées et s'attachera à mettre en perspective les solutions canadiennes et européennes. Sans plus tarder, je lui cède la parole. Merci, c'est à vous, Maître Graton. Merci, Mme Davis, pour votre présentation. Je tiens également à remercier la Fondation du Barreau pour son invitation à m'exprimer devant vous aujourd'hui, par l'intermédiaire d'une webcam, bien sûr. Oui, en effet, comme Maître Davis l'a présenté, nous allons aborder la question de l'importance des données dans le contexte de la crise sanitaire actuelle. Le sujet ayant été largement abordé dans les médias, les citoyens ont compris comment leurs données personnelles sont utilisées dans la lutte contre le coronavirus. Ces données sont collectées et traitées pour différentes raisons. L'une d'entre elles est de surveiller le nombre de cas d'infection et de fournir des statistiques quotidiennes sur ces cas d'infection à travers le monde.
Mais les données peuvent également servir à d'autres fins, notamment à cartographier la propagation du virus, comprendre les différences entre les régions et les pays touchés, estimer la probabilité qu'une personne ait été infectée en fonction de ses symptômes. Elles peuvent aussi, ces données, retracer les contacts d'une personne contaminée, s'assurer que les personnes mises en quarantaine respectent leur confinement ou, plus généralement, permettre la mise en œuvre de politiques de santé publique. Apparemment, les citoyens ne s'opposent pas au partage de leurs données personnelles et à leur traitement par des acteurs à la fois publics et privés. Est-ce la situation d'urgence qui explique cette ouverture de la part des citoyens ou de la peur engendrée par le coronavirus lui-même? Toujours est-il qu'une majorité de la population semble être prête à donner accès à ces données dans de nombreux pays, selon différents sondages publiés récemment. Une consultation du gouvernement du Québec, par exemple, indique que 76% des Québécois croient en l'utilité d'une application de traçage de la COVID-19. 70% des répondants ont confiance en son efficacité, tandis que 66% d'entre eux estiment en avoir besoin. Enfin, 73% des personnes interrogées recommanderaient l'utilisation d'une telle application. Plus généralement, une étude de l'Association pour la santé publique du Québec révèle que 63% des Québécois sont favorables au partage de données anonymisées sur leur état de santé avec des chercheurs affiliés à des universités québécoises. L'attitude positive de la population vis-à-vis du partage de ces données ne doit pas faire oublier que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantit nommément le droit à la protection des données à caractère personnel et que plus généralement, la Charte des droits et libertés de la personne du Québec protège le droit à la vie privée. Ainsi, les lois québécoises sur la protection des renseignements personnels et les dispositions du Règlement général sur la protection des données au sein de l'Union européenne, le RGPD, établissent un équilibre entre le traitement des informations nécessaires pour lutter contre le coronavirus et le respect de la vie privée garantie par les chartes européennes et québécoises. L'étude de la réglementation européenne dans le cadre de cette présentation se justifie à un double titre. D'abord, parce que les entreprises québécoises qui offrent des services ou des produits à des résidents de l'Union européenne doivent se conformer à cette réglementation européenne, c'est-à-dire au RGPD. Ensuite, parce que le règlement européen s'avère être la loi la plus avancée en matière de protection des données personnelles au monde et qu'elle s'offre ainsi comme un instrument de comparaison incontournable. Ma présentation vise donc principalement à fournir sur ces bases des clés de compréhension à la fois aux entreprises, aux employeurs, aux autorités et aux organismes publics pour traiter légalement les données de santé dans le contexte de la crise liée à la COVID-19. Nous étudierons d'abord la nature des données de santé et leur régime juridique. Ensuite, nous examinerons les situations dans lesquelles les données sont utilisées dans le cadre de cette pandémie et nous proposerons aux acteurs mentionnés précédemment des moyens de se conformer aux lois sur la protection des données, à la fois québécoises et européennes. Il existe de nombreuses hypothèses dans lesquelles les données sont traitées, mais j'en ai retenu essentiellement deux, soit celle des applications de suivi et de traçage des contacts, que nous étudierons au point numéro 2, et celle du marché du travail par laquelle nous allons terminer la présentation. Alors, commençons immédiatement par expliquer le régime juridique des données de santé. Dans la situation actuelle, un grand nombre de données personnelles sont traitées quotidiennement par les organismes publics, les praticiens de santé et les employeurs. Il s'agit de données de santé, bien sûr,
comme les symptômes, la température corporelle ou un test positif au coronavirus. Mais aussi, au moins 2 autres types de données sont traitées dans le cadre de cette pandémie. Les données d'identification de base, comme le nom ou l'âge d'une personne, et les données de localisation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient d'opérer une première distinction entre le règlement européen et les lois québécoises. Le RGPD, donc le règlement européen, emploie l'expression « données à caractère personnel ». Elle se définit comme toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Cette définition se rapproche ainsi de la définition québécoise de renseignement personnel qui désigne tout renseignement qui concerne une personne physique et qui permet de l'identifier. On constate que si la terminologie varie d'un texte à l'autre, les concepts sont similaires et ils renvoient à des définitions voisines. Les concepts juridiques de données à caractère personnel et de renseignement personnel ne se confondent bien sûr pas complètement et ils pourraient être longuement distingués, mais nous les emploierons indifféremment dans la suite de notre présentation tout en ménageant les distinctions nécessaires lorsque ce sera le cas. Un premier de ces points sur lequel diffèrent les législations européennes et domestiques, c'est-à-dire québécoises, est la prise en compte des données de santé par le RGPD. Le droit européen distingue en effet les données de santé des autres types de données personnelles. L'article 4, paragraphe 15 du RGPD, définit les données concernant la santé comme des données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé qui relèvent des informations sur l'état de santé d'une personne. Le RGPD précise par cette définition essentiellement que les données de santé sont des données liées à la santé. Les lois québécoises ne comportent pas de définition spécifique des renseignements personnels relatifs à la santé, comme le RGPD le prévoit, mais la loi sur la santé québécoise, la loi québécoise donc sur la santé, n'évoquant d'ailleurs que la notion de renseignement personnel à son article 131 et ne distingue donc pas des données spécifiques relatives à la santé, du moins dans les textes législatifs. S'il relève de la définition générale précitée, ces renseignements ne se distinguent pas singulièrement de l'approche européenne, étant donné le caractère tautologique de la définition avancée précédemment des données concernant la santé, soit des données relatives à la santé. Concrètement, dans le contexte de la crise actuelle et sur la base des développements précédents, quelles données personnelles doivent être considérées comme des données de santé? Les informations à propos d'un test positif au coronavirus, de la réalisation de tests sur des personnes physiques, de la prise de la température corporelle d'une personne ou du suivi des symptômes de la maladie, comme la fièvre, la toux ou des problèmes respiratoires. Tous ces exemples relèvent assurément des données de santé, tant en droit européen qu'en droit québécois. Ce type d'information est en effet clairement relatif à la santé d'une personne physique, pour reprendre les termes de la définition du RGPD. Les détails sur les lieux de séjour et les lieux qu'une personne a visités lors d'un voyage constituent des données personnelles. Mais devraient-ils également être considérés comme des données de santé? Les autorités de contrôle de certains États membres de l'Union européenne ne les classent pas comme telles, car elles ne relèvent directement aucune information sur l'état de santé d'une personne. Le simple fait qu'une personne soit en quarantaine est plus difficile à quantifier. Le simple fait qu'une personne soit en quarantaine est plus difficile donc à qualifier. Selon les autorités de contrôle de certains États membres, ces informations peuvent être considérées comme des données de santé en fonction des détails supplémentaires existants concernant la dite quarantaine.
Pourquoi la personne est-elle en quarantaine? Quel est le but de cette quarantaine? La quarantaine, où la quarantaine a-t-elle lieu? Est-ce au domicile de la personne concernée, à l'hôpital ou dans un autre lieu prévu à cet effet? On peut constater toutefois que l'évolution du vocabulaire de la pandémie au cours des derniers mois laisse penser que la simple évocation du terme quarantaine en lien avec le coronavirus relève en définitive des données de santé. Cet exercice de définition préalable n'est pas seulement théorique. Il a un impact direct sur le régime juridique applicable aux données qui nous intéressent et par conséquent sur la manière dont ces données doivent être traitées. En effet, les données informant sur l'état de santé d'une personne appartiennent en droit européen à des catégories particulières de données personnelles selon l'article 9, paragraphe 1 du RGPD. Ces données sont traitées avec une attention particulière en raison de leur nature sensible. Le traitement des données de santé présente en effet des risques importants pour les libertés et droits d'un individu selon le RGPD. Le caractère spécifique de ces données a incité le législateur européen à adopter un régime juridique spécial pour traiter ces informations relatives à la santé. Le traitement de ce type de données est en principe interdit conformément au paragraphe 1 de l'article 9 du RGPD, sauf exception applicable en vertu du paragraphe 2 de ce même article. Nous reviendrons plus tard sur ces exceptions. Il convient d'ores et déjà de noter que la Commission d'accès à l'information, donc la Commission québécoise, qualifie de renseignements sensibles les données de santé et celles liées au déplacement d'une personne. Elle y accorde en conséquence une attention particulière, attention à laquelle nous reviendrons également. Vous comprenez désormais que certaines informations relèvent du régime général de la protection des données, tandis que d'autres obéissent à des règles particulières, du moins en droit européen. Nous nous concentrerons principalement dans la suite de notre présentation sur ces règles applicables à des catégories particulières de données personnelles, même si nous devons également prendre en compte les autres types de données personnelles précédemment mentionnées, particulièrement dans le cas québécois. Nous verrons comment les employeurs, les organismes publics ou les praticiens de la santé peuvent traiter légalement des données sensibles dans un contexte nécessitant des actions et des décisions rapides. Passons donc maintenant au premier cas identifié précédemment. Comment traiter légalement des données par l'intermédiaire d'applications de santé? Au cours de l'été, le Canada a déployé son application Alerte COVID, application que le Québec renonce pour l'instant à utiliser. La Commission des institutions de l'Assemblée nationale ayant conclu que le cadre juridique québécois est inadéquat quant à la protection des données et des renseignements personnels pour l'utilisation d'une telle technologie. Cette application Alerte COVID, application canadienne, s'inscrit parmi tant d'autres développées en Europe et ailleurs dans le monde, dans le cadre des mesures prises pour tenter d'endiguer la pandémie. Différentes technologies sont utilisées. Certaines applications évaluent la santé d'une personne en fonction de ses symptômes. D'autres utilisent la technologie Bluetooth pour retracer les contacts entre les appareils, ce qui est le cas de l'application canadienne. Il est également possible de combiner ces deux approches en utilisant des algorithmes et l'intelligence artificielle pour avertir une personne des risques auxquels elle est ou elle a été exposée, comme c'est le cas de l'application développée par l'Institut québécois de recherche en intelligence artificielle, MILA. Des applications comme celles mentionnées précédemment s'appuient principalement sur le traitement de données
d'identification, de localisation et ou de santé. Il convient de mentionner que les applications basées sur la géolocalisation ont été abandonnées dans la plupart des pays européens et au Canada en raison des atteintes potentielles à la vie privée. Le déploiement notamment de l'application norvégienne Smittestop a été suspendu sine die parce qu'elle collectait sans garantie suffisante des données de localisation. Nous tiendrons néanmoins compte de cette hypothèse dans les développements qui suivent, étant donné l'intérêt qu'elle a suscité à la fois au plan canadien et international. La question qui se pose est de savoir sur quelle base juridique ces applications peuvent traiter ces différents types de données évoqués précédemment. Le traitement des données à caractère personnel dans ce contexte devrait être basé principalement sur le consentement de la personne dans le but précis de lutter contre l'épidémie de coronavirus. C'est l'avis, en tout cas, du Comité européen de la protection des données et de la plupart des autorités nationales de contrôle en Europe. Le traitement sera licite si la personne a donné son consentement à la collecte de ces données d'identification et de localisation sur la base de l'article 6, paragraphe 1, lettre A du RGPD, ou, dans le cas des données de santé, sur la base de l'article 9, paragraphe 2, lettre A, c'est-à-dire l'une des exceptions que nous avions identifiées préalablement à l'interdiction formelle de traiter des données sensibles, c'est-à-dire des données de santé. Il importe de dire un mot ici sur la notion juridique en droit européen de consentement. Vous avez peut-être remarqué que l'article 6 parle de consentement, alors que l'article 9 fait référence à un consentement explicite. Le consentement de l'article 9 doit être expressément fourni par la personne concernée. Cela signifie que, comme pour l'article 6, le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque, selon la définition de l'article 4, paragraphe 11 du RGPD. En plus de ces premières exigences, il doit être explicite dans le cadre de l'article 9. La nature sensible des données de santé en cause implique un consentement qui va au-delà d'une déclaration ou d'un acte positif clair, tel que mentionné au paragraphe 11 de l'article 4 du RGPD. Cela signifie que la personne doit donner une déclaration de consentement express conformément aux lignes directrices sur le consentement adoptées par l'autorité de contrôle sur la vie privée européenne. Vous aurez donc compris qu'il n'est pas si facile de s'appuyer sur le consentement pour développer des applications de santé. Mais il convient d'ajouter que sur la base légale de l'article 6 du RGPD, pour donc les données de localisation et les autres données notamment d'identification, et de l'exception de l'article 9, soulève d'autres questions importantes. Le consentement serait-il librement exprimé si un gouvernement obligeait ses citoyens à installer l'application? Si l'utilisation de l'application n'est pas obligatoire, qui consentirait librement à être surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris dans sa sphère privée, notamment si l'application recueille des données de localisation? Qui est prêt à consentir librement à utiliser une application comme passeport pour accéder au transport en commun, au commerce ou à son lieu de travail, tel que c'est le cas notamment en Chine? Le principe de l'utilisation de l'application sur une base volontaire, dans ce cas, ne serait-il pas perverti? Une personne serait certainement pénalisée si elle refusait d'installer l'application et que par conséquent, elle ne pouvait pas prendre les transports en commun, accéder à son lieu de travail ou pire encore, être congédiée par son employeur.
Si une personne est contrainte d'utiliser l'application ou qu'elle subit un chantage à son utilisation, elle ne sera pas en mesure de donner un consentement valide. Ce questionnement s'applique pareillement à la situation québécoise, d'autant que la Commission d'accès à l'information recommande elle aussi que l'utilisation de telles applications se fasse sur la base du volontariat, tout comme l'avaient d'ailleurs préconisé en mai dernier les commissaires fédéraux, provinciaux et territoriaux à la protection de la vie privée dans une déclaration commune. La Commission québécoise a émis le même type de mise en garde relative à la validité du consentement que celle mentionnée précédemment dans l'exemple européen. Une autre base légale possible en droit européen pour la collecte des données d'identification et de localisation pourrait être la nécessité de protéger les intérêts vitaux d'une personne ou d'un groupe de personnes spécifiques, conformément à l'article 6, paragraphe 1, lettre D du RGPD. L'intérêt vital signifie ici un intérêt essentiel à la vie d'une personne. Cela inclut les menaces contre l'intégrité physique ou la vie de la personne concernée ou de toute autre personne, et également le suivi des épidémies et de leur propagation. On constate donc que le RGPD est en effet prêt pour des situations difficiles, notamment celles de crise sanitaire, ce qui est aussi en partie le cas des lois québécoises, comme nous le verrons dans quelques minutes. La base juridique des intérêts vitaux en droit européen soulève également des questions importantes, notamment en matière de géolocalisation. Ces données peuvent être utilisées pour déduire plusieurs détails sur le mode de vie et les choix personnels d'un individu. Vous avez peut-être entendu parler de cet homme contaminé par le coronavirus en Corée du Sud qui a été localisé dans un bar gay. La recherche de ses contacts par la suite a dévoilé son homosexualité à son entourage et ces personnes contacts ont craint à leur tour que leur homosexualité soit divulguée à leurs amis et à leurs collègues de travail. Ici, les données de localisation ont révélé l'orientation sexuelle présumée d'une personne, une information également considérée comme sensible par le RGPD et qui relève donc également de l'article 9 du RGPD. Plus généralement, on peut se questionner. La surveillance continue des déplacements d'un citoyen est-elle nécessaire pour lutter contre le coronavirus et proportionnée à l'objectif poursuivi par les autorités? Les autorités sanitaires ou des développeurs informatiques pourraient-ils établir un lien substantiel entre le traitement systématique de données de localisation et l'objectif déclaré de prévenir la propagation d'une épidémie? Existe-t-il un lien logique entre les données traitées et l'objectif légitime allégué? Et, enfin, respecterait-il le principe de minimisation des données énoncé dans le RGPD qui prévoit que seules les données adéquates, pertinentes et nécessaires doivent être traitées? Une fois encore, ce questionnement s'applique à la situation québécoise. Il est même au cœur de la mise en œuvre du droit à la vie privée protégé par la Charte des droits de la personne. Le déploiement d'une application de traçage doit en effet répondre aux tests de nécessité et de proportionnalité avant d'être confronté aux principes juridiques propres aux lois de protection des données personnelles en droit québécois. Des passerelles peuvent être ainsi établies entre le droit européen et le droit québécois, bien que les lois québécoises ne soient pas complètement adaptées à la réalité technologique actuelle, comme l'a rappelé la Commission des institutions de l'Assemblée nationale il y a quelques semaines. Il existe d'ailleurs une exception semblable à celle du droit européen en droit québécois. Elle ne relève pas directement du droit de la protection des données,
car elle est inscrite dans la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Son article 43 prévoit que nul ne peut exiger qu'une personne soit liée à un dispositif qui permet de savoir où elle se trouve, donc un dispositif de géolocalisation, à moins que la loi ne prévoie expressément en vue de protéger la santé des personnes. Il s'agit donc d'une dérogation permettant de traiter des renseignements de localisation en vue de la protection de la santé de la population dans le cadre d'une loi spécifiquement adoptée à cet effet. La nécessité de protéger les intérêts vitaux d'une personne, que nous venons tout juste d'étudier dans le cadre du droit européen, ne peut être invoquée pour traiter des données de santé, puisque ces données ont un caractère sensible tel que je l'ai expliqué précédemment. Mais il existe une exception à l'article 9 du RGPD à l'interdiction de traiter ces données et qui relève d'une base juridique similaire. Les données de santé pourraient être en effet traitées en vertu de l'exception relative aux intérêts vitaux de l'article 9, paragraphe 2, lettre C du RGPD. Cependant, cette exception ne peut être invoquée que si l'individu est physiquement ou légalement incapable de donner son consentement. C'est le cas, par exemple, si la personne est inconsciente ou est incapable de consentir en raison de son statut juridique. On pense ici aux mineurs ou aux adultes sous tutelle. Une deuxième limitation vient du fait que l'exception relative aux intérêts vitaux ne peut pas être utilisée pour pallier au fait qu'une personne est en mesure de consentir et qu'elle s'y refuse. Le consentement explicite de la personne doit être recherché chaque fois que cela est possible dans le cadre du droit européen. Ainsi, l'exception relative aux intérêts vitaux est utile pour des situations d'urgence médicale et elle ne peut guère constituer une base légale appropriée pour traiter des données par l'intermédiaire d'une application mobile. Les données de santé peuvent également être traitées en droit européen en vertu de l'exception de santé publique de l'article 9, paragraphe 2, lettre I du RGPD, si le traitement est dans l'intérêt public. Il y a ici deux termes importants à retenir, santé publique et intérêt public. Le premier, la santé publique, est généralement défini dans le cadre de l'Union européenne comme tous les éléments relatifs à la santé. L'expression est illustrée plus précisément à l'article 9 du RGPD lui-même. Elle comprend explicitement la protection contre les menaces transfrontières graves pesant sur la santé, celles-ci incluant les maladies transmissibles parmi d'autres catégories de menaces. L'exception statutaire englobe donc les données nécessaires pour étudier ou lutter contre les pandémies qui se propagent au-delà des frontières d'un ou de plusieurs pays. Le second terme à définir, l'intérêt public, fait référence au bien public et à ce qui est dans l'intérêt supérieur d'un groupe d'individus ou de la société dans son ensemble. Un intérêt personnel, corporatif ou financier ne suffit donc pas à justifier l'application de cette exception. Cela limite en définitive la portée de cette exception pour traiter les données de santé par l'intermédiaire d'applications développées par des entreprises privées, à tout le moins. Il existe d'ailleurs une dernière condition attachée à l'exception de santé publique. Elle doit déjà faire partie de la législation nationale. Sinon, elle exige l'adoption d'une nouvelle loi par l'un des États membres de l'Union européenne. Le droit québécois connaît une exception semblable, mais plus circonscrite. La loi sur la santé autorise le gouvernement à ordonner à toute personne, ministère ou organisme de lui communiquer
ou de lui donner accès immédiatement à tout document et à tout renseignement en sa possession, y compris lorsqu'il s'agit de renseignements personnels. Ce pouvoir extraordinaire ne peut s'exercer que dans le cadre limité d'une déclaration d'état d'urgence sanitaire adoptée en vertu des articles 118 et suivants de la loi sur la santé. Cette déclaration d'urgence n'est valable que temporairement, mais comme vous le savez, elle est renouvelable et on vit toujours sous un régime d'une telle déclaration d'urgence, d'état d'urgence sanitaire au Québec. Il s'agit précisément de la base juridique invoquée par le gouvernement québécois pour le traitement de certains renseignements personnels, notamment par les tenanciers de bars, plus particulièrement par ceux qui exploitent des bars à karaoké et les exploitants de résidences pour personnes âgées. Mes observations précédentes sont basées sur des applications de santé parce qu'elles ont attiré la plupart des critiques et l'attention du public. Mais on aurait pu en dire autant d'autres méthodes pour suivre le virus. La méthode traditionnelle de traçage des contacts, utilisée par les épidémies, dans le cadre des épidémies précédentes, nécessite la même attention sur sa compatibilité avec les lois sur la protection des données. En France, par exemple, une loi dérogatoire a été adoptée pour traiter les données de santé. Les autorités françaises s'appuient sur 2 registres nationaux pour procéder à la recherche des contacts. Un premier enregistre les résultats des tests COVID-19, tandis qu'un second conserve les données des personnes contacts. L'identité de la personne contaminée ne peut être révélée à ses contacts que si elle donne son consentement explicite. Au Québec aussi, le traçage des contacts repose sur la loi sur la santé. Elle donne la possibilité au ministre de traiter des renseignements personnels dans le cadre d'enquêtes épidémiologiques. Après ces quelques remarques sur les aspects plus technologiques, abordons maintenant le deuxième cas identifié précédemment. Comment les employeurs peuvent-ils légalement traiter les données de santé? Les employeurs sont confrontés à une situation sans précédent car ils doivent protéger la santé de leurs employés contre un ennemi invisible. Les porteurs asymptomatiques du coronavirus compliquent la tâche des gestionnaires qui souhaitent prendre des mesures appropriées pour assurer un environnement de travail sûr et sécuritaire. Les possibilités de traitement des catégories spéciales de données à caractère personnel dans le domaine de l'emploi sont limitées en droit européen. Il existe une exception à l'article 9, paragraphe 2, lettre B du RGPD, mais les conditions pour l'invoquer sont strictes. Il est possible de traiter des données de santé en matière de droit du travail si le traitement est nécessaire, s'il est autorisé par la législation d'un État membre de l'Union européenne ou par une convention collective, et s'il existe des garanties appropriées au plan national. Il faut savoir qu'il n'existe pas de règle générale applicable à l'ensemble de l'Union européenne. Ainsi, l'exception au traitement des données personnelles sensibles ne peut être comprise que sur la base nationale, État par État. Les États membres peuvent autoriser les employeurs, dans leur législation, à collecter des données à caractère sensible pour différentes raisons, notamment pour garantir la sécurité et la santé des employés au travail. De manière générale, et c'est un principe applicable à l'ensemble de l'Union européenne, les employeurs ne peuvent pas prendre de mesures qui porteraient atteinte à la vie privée de leurs salariés. Ils doivent respecter les principes de base énoncés dans le RGPD. Leur traitement des données de santé doit être proportionné à l'objectif de protection de la santé des employés. Il est donc difficile de concevoir dans ces circonstances qu'un employeur puisse collecter des données de santé qui iraient au-delà de la gestion des cas suspects d'exposition au coronavirus s'ils sont autorisés
et seulement s'ils sont autorisés par le droit national. Les employeurs ne peuvent pas collecter systématiquement des données par l'intermédiaire notamment de questionnaires médicaux à la recherche de symptômes du coronavirus, d'enquêtes sur les voyages récents d'un employé ou par la prise quotidienne de la température corporelle des employés. Ces mesures ne seraient pas considérées comme proportionnées à l'objectif de fournir un lieu de travail sûr, à moins qu'une loi nationale l'autorise expressément. Le problème serait le même si l'on demandait aux salariés, comme déjà évoqué précédemment, de montrer un code vert à partir d'une application mobile pour les autoriser à pénétrer dans les locaux de l'employeur. Il n'existe pas une telle exception en droit canadien, mais une exigence semblable a été envisagée par les organismes de protection de la vie privée. À titre d'exemple, le commissaire ontarien à l'information et à la protection de la vie privée recommande que l'utilisation de l'application Alerte COVID, qu'il a validée, soit facultative, mais il ajoute dans la même phrase que les entreprises et les employeurs doivent éviter d'obliger des particuliers à utiliser cette application. Au Québec, tel qu'évoqué précédemment, l'étude de toute mesure mise en place par un employeur dans le cadre de l'épidémie de coronavirus doit se faire en 3 étapes. D'abord, établir la nécessité de la mesure, ensuite envisager sa proportionnalité et enfin, étudier sa conformité aux principes énoncés par les lois de protection des renseignements personnels. Ces étapes d'analyse, qui peuvent reposer sur des réflexions qu'on a déjà énoncées dans le cadre du droit européen, sont préconisées autant par la Commission d'accès à l'information, par le Commissariat à la vie privée du Canada et tous leurs homologues des autres provinces et territoires. L'application concrète du test dépendra in fine de la législation en cause. Si j'ai encore quelques minutes, je donnerai en exemple la France, qui, dans le cadre du droit européen, a adopté des règles générales conformes au RGPD. Et de donner cet exemple européen nous permet de comprendre l'étendue des droits des employeurs dans le contexte de la pandémie. Vous pouvez prendre les 2 minutes de plus sans aucun souci. D'accord, très bien, merci. En France, donc, par exemple, les employeurs sont responsables de la santé et de la sécurité de leurs salariés, conformément au Code du travail, à l'article L241-21-1. En règle générale, un salarié ne doit communiquer à son employeur que son certificat médical. Il n'a pas à donner plus de détails sur son état de santé ou sur la nature de sa maladie. Un test au coronavirus n'a pas à être communiqué à l'employeur car les médecins du travail ne doivent délivrer qu'un certificat médical, sans mention spécifique de la maladie concernée. La CNIL, l'autorité nationale qui supervise l'application du RGPD, précise toutefois que la règle peut être différente si le salarié est appelé à travailler avec le public ou s'il est en contact étroit avec ses collègues. En raison de la situation exceptionnelle, le salarié doit informer son employeur s'il a été contaminé ou s'il soupçonne d'avoir été exposé au coronavirus. S'il travaille de la maison ou s'il n'a aucun contact étroit avec qui que ce soit, il n'est pas tenu de divulguer ces informations en droit français. En règle générale, les employeurs doivent se fier au service de la médecine du travail et ils ne peuvent pas établir eux-mêmes des relevés de température corporelle de leurs employés et de leur pathologie. Plus généralement, les campagnes de dépistage organisées par les employeurs pour leurs salariés ne sont pas autorisées, y compris les enquêtes sur leur état de santé, la santé de leur famille ou à propos de leurs déplacements récents suivant les orientations générales mentionnées précédemment. Je m'aperçois qu'il me resterait encore un petit paragraphe sur le consentement
qui relève essentiellement des remarques que j'ai faites précédemment. On peut peut-être mentionner, avant de conclure, que certaines législations nationales européennes sont beaucoup moins strictes que la législation française. Notamment, j'ai en tête le cas de l'Estonie ou de la Grande-Bretagne, qui n'ont pas un cadre aussi strict pour l'application du RGPD dans le cadre d'une exception prévue par le droit national. Prenons une demi-seconde pour conclure. Au Québec, la protection des renseignements personnels est considérée comme une dimension du droit à la vie privée. En Europe, la protection des données personnelles a gagné en autonomie au cours des années et elle bénéficie dorénavant d'un régime juridique autonome. Pourtant, les principes juridiques applicables dans les deux territoires s'avèrent souvent semblables, à tout le moins comparables. Cela s'explique sans doute par l'influence que le droit français, et notamment la loi informatique et liberté, a eu à la fois sur le développement du droit européen et du droit québécois. Je vous remercie pour votre attention. C'est moi qui vous remercie pour votre présentation très intéressante. Alors, j'aimerais rappeler à l'ensemble des participants qui sont présentement en ligne que pour poser vos questions, on vous invite à utiliser la rubrique questions-réponses au bas de votre écran. On va donner... déjà une question de Martine Rideau. Donc, on a quelques minutes pour la période de questions. Il se peut qu'on n'ait pas le temps de poser l'ensemble des questions, mais n'hésitez pas à bien vous identifier et rédiger vos questions que je vais me faire un plaisir de relire à notre conférencier. Donc, la première question provient de Martine Riendo. Bonjour. Les écoles peuvent-elles exiger, selon vous, un résultat au test de la COVID-19 avant d'autoriser le retour d'un élève en classe? C'est sûr que c'est un peu plus différent par rapport au contexte de travail, mais je ne sais pas si vous êtes familier avec ce qui se présente en ce moment dans les écoles au Québec. En droit québécois, c'est une bonne question. C'est une question à laquelle j'ai un peu réfléchi en droit européen parce qu'on m'avait posé la question, mais la réponse, encore une fois, pour le droit européen, elle relève essentiellement des législations nationales et sans doute de l'exception de santé publique que j'ai évoquée précédemment. Dans le cadre du droit québécois, exiger un test négatif au coronavirus devrait être apprécié en fonction des critères de nécessité et de proportionnalité que j'ai mentionnés précédemment. Une analyse rapide de la question devrait tenir compte, à mon sens, de la position sur le plan médical des enfants. On va peut-être vous parler du retour à l'école. Je ne sais pas exactement quel âge l'élève ou l'étudiant auquel vous pensez a, mais peut-être que dans le cadre d'un test de proportionnalité et de nécessité, avant d'imposer un test comme celui-là, d'exiger un test comme celui-là pour accepter le retour à l'école des enfants, il faudrait tenir compte de la propagation du virus au sein de ces populations des écoles, ou éventuellement de l'université si votre question s'étend aussi au monde universitaire ou collégial. L'âge donc de la personne interviendra au plan des connaissances scientifiques qu'on a actuellement. Est-ce que ce serait légitime d'exiger un tel test, étant donné les connaissances actuelles que nous avons sur le plan scientifique qui nous disent que les jeunes sont moins à risque. Et c'est une des raisons qui a été invoquée, si ma mémoire est bonne, par le gouvernement Legault pour permettre le retour en classe des étudiants et des élèves. Donc, à mon sens, peut-être que l'exigence d'un test comme celui-là ne satisferait pas les tests de nécessité et de proportionnalité avant même d'arriver
à l'application des règles spécifiques en droit de la protection des données ou des renseignements personnels. Écoutez, comme il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, on va quand même laisser le temps aux gens de répondre. Moi, j'en aurais une pour vous. Vous avez évoqué que les cadres sont moins stricts ou plus souples d'une juridiction à l'autre, d'un pays à l'autre. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, un peu le côté hétérogène qu'on retrouve d'une juridiction à l'autre par rapport aux données, par rapport aux tests, etc.? En fait, dans le cadre, si j'avais évoqué ces différences nationales, surtout dans le cadre du droit européen, le RGPD, je ne sais pas si tous les participants sont familiers avec le droit européen et les principes du droit européen. Le RGPD est un règlement qui s'applique à l'ensemble des pays européens. Il a remplacé une directive qui, elle, devait être mise en œuvre par le droit national de tous les États membres. Donc, la protection des données personnelles relevait depuis 1995 d'une directive qui était donc interprétée et mise en œuvre par le droit national. La réglementation, le RGPD, qui est entré en vigueur il y a maintenant 2 ans et des poussières, donne un cadre général à l'ensemble des États membres. Mais dans ce cadre général qui s'impose au plan juridique à tous les États membres, il y a un certain nombre de domaines, et le domaine des relations de travail en matière de droit du travail en est un exemple. Les États membres peuvent adopter, tout en respectant le cadre général, dans le cadre, par exemple, de l'article 9, pour des données de santé, donc des données sensibles qui doivent relever d'une exception précise. Ils ont, après, une certaine latitude pour appliquer plus ou moins strictement ces exceptions. Et donc, après, ça relèvera des traditions juridiques de chaque pays et de leurs traditions aussi dans l'application et dans la protection des données personnelles. Merci beaucoup pour votre réponse. Une dernière question qui nous provient de Marie Carpentier de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Comment se conjugue le droit du travailleur au respect de sa vie privée avec l'obligation de l'employeur de maintenir un milieu de travail sain qui découle de la Charte québécoise et de la loi sur la santé et la sécurité du travail? On a effectivement un cadre semblable de l'obligation du travailleur, celle que j'avais mentionnée au Code du travail français, dans la législation québécoise. Malheureusement, il y avait tellement de choses que j'aurais aimé pouvoir dire encore. J'ai d'ailleurs dû élaguer un peu le texte pendant que je vous parlais et j'avais déjà prévu donc un peu trop de matière. Mais effectivement, on a la même philosophie au Québec, de dire que l'employeur est responsable de la sécurité et de la santé de ses salariés. Et on a garanti par la charte le droit à la vie privée. Et c'est précisément dans le cadre du test de nécessité et de proportionnalité qu'on va tenir compte, on va mettre en balance cette obligation et ce droit à la vie privée pour déterminer si la mesure envisagée, elle est conforme à la législation en vigueur. Donc, il faut, dans le cadre de chacune des mesures, se poser les questions pour savoir quelle est celle des mesures envisagées qui porterait le moins possible atteinte à la vie privée, tout en respectant l'objectif de base, c'est-à-dire d'assurer la protection des travailleurs sur leur lieu de travail. Et cet équilibre, il est difficile à trouver. Je donnais l'exemple, il y a 2 exemples presque extrêmes. Le gouvernement estonien, dans le cadre du droit européen, le gouvernement estonien a développé lui-même une application que l'employeur peut exiger de ses employés, qui va montrer un code vert au moment de franchir les portes
de l'entreprise, alors qu'en France, une autre tradition juridique beaucoup plus protectrice des droits à la vie privée du salarié, l'employeur devra assurer la sécurité et la santé de ses employés tout en respectant beaucoup plus strictement le droit à la vie privée. Un exemple qui était dans ma présentation mais que je n'ai pas eu le temps de vous donner, l'employeur peut, par exemple, prendre la température de ses employés à l'entrée, en France, à l'entrée du site de l'employeur. Mais il ne peut prendre qu'une décision à la porte elle-même. L'employé présente de la fièvre, on va lui dire, à partir d'un certain degré qui sera décidé par l'employeur, de renvoyer l'employé à la maison. Les autres pourront entrer sur le site. Mais c'est possible dans le cadre du droit français, uniquement si l'employeur ne conserve aucun registre de ces relevés de température. Il peut utiliser un thermomètre numérique. À l'entrée, un employé X va simplement prendre la température, va dire, toi tu rentres, toi tu retournes à la maison, mais à aucun moment, ce thermomètre ne devra être relié à un système de collecte des données et aucune remontée des informations sur la température, disons, exacte qui a été enregistrée ne peut être remontée à l'employeur. Donc, vous voyez que dans un cadre comme celui-là, on a un compromis entre le respect de la vie privée. La personne peut présenter simplement des symptômes de grippe. On est dans le cadre d'une pandémie et l'employeur va le renvoyer à la maison par mesure de précaution pour respecter son obligation du Code du travail ou dans le cadre de la législation en droit du travail au Québec. On pourrait imaginer le même type de réflexion puisque notre droit à la protection de la vie privée est quand même très proche de la loi informatique et liberté française et repose sur une philosophie qui est quand même proche parente, disons. Je ne sais pas si ça répond à la question de madame. Oui, je pense que ça répond très bien à la question. On a par contre une autre participante qui pose en question complémentaire à celle-là. Pouvez-vous nous donner des exemples justement de mesures acceptables, des mesures non acceptables, mais plus au Québec? Vous avez cité l'exemple de la France, mais je ne sais pas si vous en avez pour le Québec justement. Je crois que l'exemple que je viens de donner de la France pourrait être un exemple applicable éventuellement au Québec pour les raisons que je viens d'évoquer. On n'a pas la même analyse juridique, on ne passera pas par les mêmes étapes, mais au final, on doit concilier un droit et une obligation. À travers le test de proportionnalité et de nécessité, et peut-être qu'une réponse comme celle-là, on se dit, on renvoie peut-être que pour une simple grippe un travailleur à la maison, mais au moins, d'une part, on assure la sécurité au travail, et d'autre part, on respecte le droit à la vie privée du travailleur. Est-ce qu'une vision aussi stricte s'appliquerait dans le cadre du droit québécois? Je dois avouer que j'ai regardé un peu ce qui s'était écrit, autant les textes d'opinion publiés dans la presse québécoise que différents textes que j'ai pu découvrir ici et là sur le web. Je n'ai pas trouvé d'exemple concret de mesures qui, après une analyse juridique, seraient soit bannies, soit acceptées dans le domaine du droit québécois. Donc, je crois que cet exemple de la prise de température pourrait être éventuellement un exemple. Est-ce que éventuellement une application qui donnerait un code vert ou un code rouge, par exemple, comme c'est le cas dans certains pays asiatiques? Vous entrez, vous n'entrez pas. Est-ce qu'une telle application qui ne communiquerait pas à l'employeur des données personnelles, une analyse se ferait, disons, au sein du téléphone par des moyens d'intelligence artificielle. C'était un peu le cas de l'application développée par Mila. Est-ce qu'une telle application qui finalement
permettrait à l'employeur de garantir la sécurité et la santé de ses travailleurs, tout en respectant jusqu'à un certain point le droit à la vie privée de la personne, est-ce qu'elle ne serait pas acceptable dans le cadre de notre système juridique québécois? Merci. Alors, ça complète la période de questions avec vous. Il n'y a pas d'autres questions de l'ensemble de nos participants. Je me permets un petit mot de la fin. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette troisième conférence de la saison. Nous proposons la semaine prochaine un rendez-vous différent, toujours en ligne. Comme vous le savez, la Fondation a été affectée par les conséquences de la pandémie. Nous avons dû réinventer notre format d'activité bénéfice pour continuer de vous proposer des événements inspirants et pour assurer notre financement. Le jeudi 8 octobre prochain aura lieu notre premier 5 à 7 en ligne de la saison avec M. John Parizella, spécialiste des États-Unis, qui échangera avec notre gouverneur Larry Markowitz sur les élections américaines et les relations entre le Canada et les États-Unis dans le contexte de la COVID-19. Un échange qui s'annonce passionnant et au cœur de l'actualité du moment. Vous pourrez également poser vos questions lors de cette présentation. Les profits de l'événement nous permettent d'assurer la continuité de nos programmes. Nous avons besoin de vous pour poursuivre nos actions. L'inscription est à 100 $ au tarif régulier, 50 $ au tarif jeune barré. Retrouvez toute la programmation sur notre site Internet dans l'onglet Événements. Nous étions ravis de vous retrouver aujourd'hui et nous vous espérons vous revoir lors de nos prochains événements de l'automne. Merci à vous, Matt Gratton, merci à l'ensemble de nos participants et à une prochaine fois.